En 1995, Linda Sobek, une ancienne cheerleader professionnelle, devenue modèle, touche enfin du doigt son rêve de célébrité. Cette belle blonde très ambitieuse multiplie les apparitions dans des magazines et se prépare même à passer une audition prometteuse pour une sitcom populaire. Mais avant cela, elle a un dernier rendez-vous professionnel. Une séance photo improvisée avec un photographe qui l'a contactée à la dernière minute. Un jour de novembre, Linda quitte son appartement d'Hermosa Beach, en promettant à sa mère de la rappeler plus tard. Mais son téléphone ne sonnera pas. Et derrière ce silence soudain se cache l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de Los Angeles. Une ville où les rêves de gloire peuvent parfois conduire vers les ténèbres les plus profondes. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Je vais vous détailler ce cas exceptionnel, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent, parce qu'il y a des affaires qui vont vous faire bondir de votre siège. Merci à vous, on commence. Los Angeles, capitale mondiale du divertissement, attire comme un aimant tous ceux qui rêvent de célébrité. Avec ses studios hollywoodiens, ses maisons de disques et ses agences de talent, la ville promet des opportunités que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des milliers de personnes s'y installent chaque année, espérant percer dans le cinéma, la télévision ou la musique. C'est cette ruée vers la gloire qui a forgé l'identité de la métropole. Même si la réalité y est impitoyable pour les nouveaux venus. Bah oui, parce que déjà il faut se faire connaître en partant de zéro, ensuite il faut éviter les arnaqueurs, et comme si ça suffisait pas, faut en plus avoir la chance de pas tomber sur un psychopathe. Franchement, devenir acteur ou actrice à Hollywood, c'est aussi sûr que de sauter directement dans un volcan en éruption pour voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, la vie de star ne fait pas rêver que les personnes qui en sont éloignées. C'est peut-être même parfois encore plus prononcé chez celles et ceux qui sont nés à Los Angeles ou dans ses environs, parce qu'ils ont littéralement baigné dedans. Ayant grandi à Lakewood, juste à côté, Linda Sobek fait partie de ces personnes. Mais à 27 ans, elle s'apprête enfin à voir ses souhaits se réaliser. Elle a toujours répété à qui voulait bien l'entendre qu'elle voulait devenir une célébrité, et s'est démenée pour atteindre ses objectifs. Très sportive, Linda commence par intégrer l'équipe des Raiderettes en 1988, à tout juste 20 ans. Pour ceux qui, parmi vous, ne sont pas amateurs de football américain, les Raiderettes sont les cheerleaders des Los Angeles Raiders, une équipe professionnelle de la National Football League à l'époque. Je dis à l'époque parce que cette franchise a pas mal navigué, passant de Los Angeles à Oakland pour être aujourd'hui basée à Las Vegas. Mais les déménagements ne les empêchent pas d'être nuls. C'est par ce biais que le grand public découvre le visage de cette charmante blonde, qui s'impose une discipline de fer et s'investit à fond dans son nouveau rôle. Des efforts qui paient, parce qu'en 1992, elle est élue Raiderette de l'année. Cependant, Linda est très ambitieuse et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. Après avoir rendu son uniforme et ses pompons, elle décide de mettre un pied dans l'univers du mannequinat. Elle réalise pourtant assez vite que sa taille va l'empêcher de se faire remarquer dans ce domaine. Linda mesure 1m60, et même si elle a un physique très avantageux, elle sait qu'elle n'aura jamais la chance de défiler sur les podiums pour de grandes marques de vêtements. Mais qu'à cela ne tienne, quand on lui ferme une porte au nez, elle en ouvre une autre. Donc elle devient modèle. Pendant quelques années, Linda enchaîne les séances photos et apparaît dans de nombreux magazines, spécialisés notamment dans l'automobile et le fitness. Des revues vendues par dizaines de milliers partout à travers le pays. En parallèle, elle aspire également à devenir actrice. Et en novembre 1995, elle parvient à décrocher une audition pour un rôle d'invitée dans la populaire sitcom Married with Children. Une première étape qui peut s'avérer décisive pour la suite de sa carrière. Une chose d'autant plus importante pour Linda que si elle tient tant à avoir du succès, c'est aussi parce qu'elle nourrit le désir profond de construire une famille. Qui dit carrière bien établie, dit aussi stabilité. Ou en tout cas, moyens financiers confortables. La modèle entrevoit là-dedans un cadre idéal pour élever des enfants. Et elle attend d'ailleurs impatiemment de pouvoir devenir mère. Le 16 novembre 1995 est le jour tant attendu, parce qu'elle doit passer son audition.
Cela dit, avant d'y aller, elle doit d'abord se rendre à une séance photo. Un photographe indépendant a contacté Linda à la dernière minute, et étant donné qu'elle ne refuse jamais une opportunité professionnelle, elle a accepté. Pendant qu'elle se prépare pour sortir dans la matinée, sa mère, Hélène, lui téléphone. Les deux femmes sont très proches. Il ne se passe pas un jour sans qu'elles ne s'appellent pour discuter de tout et de rien. Seulement, à ce moment-là, Linda est assez pressée. Donc après avoir dit à sa mère qu'elle avait une séance photo de prévue, elle écourte la conversation, en promettant de la recontacter en fin de journée après son audition. Linda est assez prudente. Alors quand elle a un rendez-vous en extérieur, elle dit normalement toujours à l'un de ses proches où il doit avoir lieu, au cas où. Vous savez, au cas où elle croiserait ce fameux psychopathe. Mais ce jour-là, dans l'empressement, elle fait une entorse à sa propre règle. Avant de raccrocher, Linda dit à sa mère que la séance photo doit avoir lieu dans une zone isolée, sans plus de précision, puis elle raccroche et s'en va. Le début de soirée venu, Hélène est donc très impatiente d'avoir des nouvelles de sa fille, et surtout de savoir comment s'est déroulée son audition. Malheureusement, l'appel tant attendu n'arrive pas. Tandis que la soirée est déjà bien entamée, le téléphone n'a toujours pas sonné. Or, ce n'est pas du tout du genre de Linda de manquer à sa parole. Par conséquent, Hélène ne tarde pas à se questionner et décide de prendre les devants. Mais quand elle appelle sa fille, elle ne décroche pas. En désespoir de cause, elle contacte alors son agent, qui doit probablement savoir où elle se trouve, étant donné qu'elle n'est visiblement pas encore rentrée chez elle. Le problème, c'est que l'homme n'en sait pas plus qu'elle. À un détail près, il apprend à la mère de Linda que cette dernière ne s'est pas présentée à son audition. C'est en entendant cela qu'Hélène commence sérieusement à s'inquiéter. Elle connaît sa fille par cœur, et sait très bien qu'elle attendait ce rendez-vous avec grande impatience. Pour rien au monde, elle ne l'aurait manqué. Seulement, étant donné que Linda ne répond pas au téléphone, pour l'instant, elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Elle doit se contenter d'attendre dans l'angoisse, en espérant qu'elle la rappellera le jour suivant. Comme je vous le disais plus tôt, mère et fille ont pour habitude de s'appeler tous les jours, mais pas à n'importe quelle heure. En général, c'est sur les coups de 10h30 qu'elles se téléphonent. C'est presque une sorte de rituel pour elle. Mais le 17 novembre, le lendemain de l'audition, à cette heure-là, aucune sonnerie ne se fait entendre. Linda n'appelle pas sa mère. Et quand cette dernière tente avec insistance de la joindre, comme la veille au soir, elle ne répond pas. Aucune personne de son entourage ne semble savoir où elle est. Pas même ses plus proches amis. Incapable de contenir la peur qui l'étreint chaque seconde un peu plus, Hélène compose le 911 pour signaler la disparition de sa fille. Une seule question se pose à présent. Où est Linda Sobek ? C'est le département de police d'Hermosa Beach qui prend note du signalement d'Hélène. Et disons simplement que son interlocuteur ne lui donne pas la réponse qu'elle espérait. Du point de vue des autorités, une mère qui n'a pas eu de nouvelles depuis une journée de sa fille adulte, cela n'a rien d'alarmant. Parce que pléthore de raisons peuvent l'expliquer. Quoi qu'il en soit, le protocole en vigueur oblige le commissariat à diffuser une photo de Linda aux autres services de police, accompagnée de la description de son véhicule. Une Nissan 240 SX blanche de 1992. Un officier est censé recontacter Hélène le jour suivant. Cependant, elle décide de ne pas attendre là, sans rien faire. Elle contacte Denise Villanueva, une amie de Linda qui l'a rencontrée quand elles faisaient toutes les deux partie des Raiderettes. Devenue spécialiste en relations publiques, elle décide d'aider à faire passer le mot concernant sa disparition, en envoyant un communiqué à la presse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est efficace, parce que dès le lendemain, le visage de Linda est diffusé sur toutes les chaînes de la ville. Les Los Angeles Raiders et leurs cheerleaders, anciennes comme actuelles, sont très appréciés des locaux. Alors forcément, quand le grand public apprend que l'une d'elles est portée disparue, la nouvelle fait grand bruit et se répand comme une traînée de poudre. Après 2 jours sans nouvelles de Linda, les policiers du commissariat d'Hermosa Beach n'ont d'autre choix que de prendre l'affaire au sérieux. Leurs lignes sont littéralement saturées, parce qu'ils reçoivent jusqu'à une centaine d'appels par heure au sujet de la modèle disparue. Résultat, ils constituent immédiatement une équipe et ouvrent une enquête. Lorsque les investigations débutent, les premières vérifications qui sont effectuées concernent les relations de Linda. Comme les histoires que je vous raconte le prouvent assez souvent, il n'est pas rare qu'un proche de la personne disparue soit impliqué. Simplement ici, cela ne semble pas être le cas. Et l'ensemble des personnes qui constituent l'entourage de Linda
sont assez vite rayés de la liste des éventuels suspects. Une fois ceci fait, c'est son emploi du temps dans les jours précédant sa disparition qui est passé au crible. Et cette fois-ci, quelque chose attire très vite l'attention des forces de l'ordre. Il s'agit de la fameuse séance photo, à laquelle elle devait se rendre le 16 novembre, avant d'aller à l'audition, qu'elle a finalement manqué. Les enquêteurs veulent savoir qui est le photographe qui a contacté Linda, mais personne n'est en mesure de les renseigner. Aucun de ses proches, amis ou famille, ne sait qui est cet homme, ni où devait se dérouler la séance photo. Peut-être les policiers trouveront-ils des indices directement chez Linda. C'est ce qu'ils espèrent lorsqu'ils se présentent à sa porte, qui n'est pas uniquement la sienne d'ailleurs, vu qu'elle vit en colocation avec 3 autres filles. Elles occupent une grande maison qui donne directement sur la plage, à Hermosa Beach. Questionnés par la police, les colocataires de Linda ne sont, tout comme ses proches, pas en mesure de dire où elle s'est rendue le 16 novembre. Par contre, elles affirment qu'elle était très organisée et notait absolument tous ses rendez-vous dans un agenda. Malheureusement, les officiers repartent bredouille, parce qu'il n'y a aucune trace de ce carnet dans sa chambre. Une absence problématique, puisqu'à cet instant, ils n'ont aucune autre piste. Ce n'est que le 21 novembre 1995, soit 5 jours après la disparition de Linda, qu'un rebondissement vient relancer les investigations. En effet, un dénommé Bill Bartling appelle le commissariat, tôt dans la matinée, pour signaler qu'il a trouvé des photos d'une femme ressemblant fortement à Linda, et pas n'importe où, dans l'Angeles National Forest, une zone aussi isolée que vaste qui s'étend sur quelques 2652 km². Pour vous donner une idée, ça représente 380 000 terrains de football. C'est grand. L'homme affirme qu'il a fait cette découverte le 18 novembre. Ce jour-là, dans l'après-midi, il faisait des travaux d'intérêt généraux le long de l'Angeles Crest Highway, et il était chargé de vider les poubelles des environs. C'est dans l'une d'elles qu'il a trouvé plus d'une dizaine de clichés d'une très belle femme, qui avait tout l'air d'être modèle, à en juger par la façon dont elle posait. À ce moment, Bill ne savait pas encore que Linda était portée disparue, donc il a pris 4 de ses photos, parce qu'elle lui plaisait. Et non, il vaut mieux ne pas se demander pourquoi il les a prises ou ce qu'il comptait faire avec. Ce n'est que 2 jours après qu'il a vu l'appel à témoins passer à la télévision dans la soirée. Il a immédiatement fait le lien avec la femme aperçue sur les photos et a appelé les autorités dès le lendemain. Quand les enquêteurs apprennent cela, ils ont immédiatement un très mauvais pressentiment, parce que l'Angeles National Forest n'a pas très bonne réputation. Dans l'imaginaire collectif, elle est même assez sinistre, parce que plusieurs corps y ont déjà été retrouvés. Super cette forêt. L'équipe, accompagnée de Bill, prend alors la route sans attendre, pour se rendre à l'endroit où il a retrouvé les photos. Mais quand ils arrivent sur place, il n'y a plus rien dans la poubelle. Par chance, les bennes dans lesquelles sont jetés les sacs poubelles sont juste derrière la station des Rangers, qui, une fois prévenus, sont en mesure d'empêcher les éboueurs de les emmener. Des éboueurs qui étaient censés le faire à peine 10 minutes après l'appel des enquêteurs. On peut parler de bol magistral. Suite à cela, les policiers sont de corvée poubelle. Bon, cela ne les change pas trop de leur quotidien finalement. Ils ont devant eux 4 grandes bennes, pleines de sacs récoltés un peu partout dans la forêt, qui n'attendent plus qu'à être fouillés. 4 bennes, contenant potentiellement des preuves cruciales, qui pourront peut-être les aider à comprendre ce qui est arrivé à Linda. Et si repoussante soit-elle, cette tâche est loin d'être inutile, parce que rapidement, les enquêteurs parviennent à retrouver les photos qui n'avaient pas été emportées par Bill. Mais ce n'est pas tout. Ils découvrent aussi, dans un second sac poubelle, l'agenda de Linda, qu'il n'avait pas réussi à trouver dans sa chambre. Le premier réflexe du policier qui le découvre est évidemment de chercher la page du 16 novembre, pour y voir ce qu'elle avait noté. Sauf que elle est manquante. Elle a été arrachée, et il n'y a que celle-ci qui a subi ce traitement. Un détail qui n'est pas des plus rassurants. De toute évidence, quelqu'un ne tenait pas à ce que quiconque, et sûrement pas la police, sache ce que Linda avait prévu dans la journée durant laquelle elle a disparu. Une coïncidence assez troublante. Peut-être trop. D'autant plus que les photos et l'agenda ont été jetés dans 2 poubelles différentes. Un comportement typique de quelqu'un qui cherche à couvrir ses traces. Après avoir fait ces découvertes, les enquêteurs en viennent à penser qu'il est fort possible que dans la journée du 16 novembre, Linda ait fait une très mauvaise rencontre. Doivent-ils encore chercher une personne vivante ou un cadavre ? Pour trouver la réponse à cette question,
tous les sacs poubelles qui n'ont pas encore été ouverts sont transportés au commissariat d'Hermosa Beach. Pendant ce temps-là, des recherches débutent dans la forêt, dans un large périmètre autour de la zone dans laquelle Bill avait vu les photos de Linda. Hélicoptères, unités équestres et cynophiles, les grands moyens sont déployés par la police, avec l'aide bienvenue du shérif du comté de Los Angeles. 3 équipes se dispersent dans la zone, avec l'appui d'un soutien aérien, et rapidement, les proches de Linda se joignent aux recherches. Malheureusement, après une journée complète de battues, professionnels comme bénévoles, n'ont rien trouvé. Les enquêteurs décident alors de s'en retourner à la fouille des sacs poubelles, qui représentent actuellement leur meilleure chance d'en apprendre plus. Et comme lors de leur première tentative, la pêche est bonne, parce qu'ils découvrent une 3e preuve potentielle, un gros manuel, distribué à toutes les personnes qui achètent une Oldsmobile Bravada. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me direz-vous. Mais il s'avère qu'à l'intérieur, il y a le contrat de location d'un véhicule bien différent, celui d'un prototype de SUV Lexus. Linda pose régulièrement pour des magazines automobiles. Il est donc assez aisé d'en déduire que cela a probablement un rapport avec le mystérieux rendez-vous qu'elle avait le 16 novembre. Une hypothèse immédiatement validée par le fait que le contrat de location est daté de ce jour précis. Fait plus intéressant encore, il y a le nom, l'adresse et même le numéro de téléphone du loueur du véhicule. Est-ce le photographe que Linda était supposée rencontrer? Tout l'indique, parce que la nature du contrat en elle-même ne laisse aucun doute à ce sujet. La voiture concernée étant un prototype, elle n'est pas encore commercialisée. Par conséquent, le véhicule ne peut être loué que par un professionnel, comme par exemple un photographe souhaitant l'utiliser dans le cadre d'une séance photo. Vous l'avez compris, les enquêteurs ont à présent un suspect en ligne de mire, un dénommé Charles Rathbun, âgé de 37 ans, sur qui ils ne savent pour l'instant pas grand-chose. Pour tenter de décrocher des informations supplémentaires, ils passent alors un coup de fil au siège de Lexus, en espérant que ses représentants pourront leur en dire plus sur le fameux contrat. Et c'est le cas. On leur répond que Charles a été employé par AutoWeek Magazine pour photographier la Lexus LX450. Il est venu chercher la voiture le 16 novembre à Torrance et l'a ramenée le 20. Charles est apparemment un photographe connu et assez demandé dans l'industrie automobile, qui a l'air de bien vivre de son métier étant donné qu'il vit à Hollywood. Toujours au téléphone avec les représentants de Lexus, les enquêteurs leur annoncent qu'ils vont devoir examiner la voiture. Plus rien ne doit être touché, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant ce temps-là, un membre de l'équipe appelle Charles pour le questionner au sujet de Linda. Quand on lui demande s'il la connaît, il répond que oui, parce qu'il l'a déjà photographiée quelques années en arrière pour All TV Magazine. Il affirme ensuite que la dernière fois qu'il l'a vue date du 16 novembre, parce qu'il s'était donné rendez-vous devant le restaurant Denise à Torrance. Le photographe raconte qu'à ce moment, il cherchait encore un modèle pour faire la promotion du SUV qu'il venait de louer. Seulement, il précise qu'après avoir vu le portfolio de Linda, qu'il a consulté directement dans la Lexus avec elle, il a décidé qu'elle ne conviendrait pas pour le shooting. Elle est donc repartie au volant de sa propre voiture. Et il ne l'a pas revue depuis. L'enquêteur à l'autre bout du fil est assez sceptique quant à son récit, mais il n'en dit pas un mot, et demande à Charles de passer à midi au commissariat pour faire une déposition. L'homme accepte, mais à l'heure convenue, il ne se montre pas. Le policier le rappelle alors pour lui demander la raison de cette absence, et Charles s'excuse posément, en promettant de venir sans faute à 14h. Mais au cours de cette discussion, il prononce une phrase très lourd de sens. « J'imagine que c'est important que vous me parliez, parce que je suis le dernier à l'avoir vu. » Comment sait-il cela, sachant que personne ne lui a dit auparavant? Si le doute était encore permis jusque-là, à présent il ne l'est plus, et les enquêteurs sont sûrs que Charles est impliqué dans la disparition de Linda. Reste à le prouver formellement, pour pouvoir le coincer. Et il se trouve que la première preuve démontrant son mensonge n'est pas bien loin. Elle est précisément à 8 km de chez Linda elle-même. Il s'agit de sa voiture, la Nissan blanche, qui se trouve toujours sur le parking du restaurant Denise, devant lequel Charles a avoué l'avoir rencontrée le 16 novembre. Elle est un peu poussiéreuse, comme si cela faisait un moment qu'elle était garée là, sans avoir bougé. Or Charles disait justement qu'après son rendez-vous avec Linda, soi-disant écourtée par un refus de sa part, elle s'en était allée au volant de son propre véhicule. Le fait qu'il soit encore là ne peut signifier qu'une chose.
la modèle est bien partie avec le photographe ce jour-là. Alors que la voiture est embarquée pour être examinée, les enquêteurs attendent toujours la visite de Charles, qui, une fois de plus, leur pose un lapin. L'homme étant devenu le suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de Linda, il décide de placer sa maison sous surveillance, au cas où il lui viendrait l'idée d'essayer de fuir. Quelques heures après le début de l'opération, l'équipe détachée par le bureau du shérif du comté de Los Angeles, en planque devant chez Charles, assiste à une scène surréaliste. Il téléphone alors aux policiers chargés des investigations pour leur annoncer que leur suspect vient de tirer sur quelqu'un. L'homme a été embarqué par la LAPD et conduit au commissariat d'Hollywood. Selon les officiers qui l'ont arrêté, Charles a bu plus que de raison au cours de la journée et il a appelé 2 de ses amis pour leur demander de venir le voir. Jim Nichols, qui se trouve être avocat, et une certaine Sharon Myers. Charles voulait qu'il passe chez lui parce qu'il avait besoin de conseils. Des conseils probablement juridiques, vu qu'il a avoué à ses amis qu'il était impliqué dans la disparition de Linda. Jim et Sharon sont effectivement venus, mais Charles est sorti de chez lui avec un pistolet de calibre 45, et sans que l'on ne sache trop pourquoi, probablement parce qu'il avait un peu trop forcé sur la bouteille, il a tiré sur le sol. Malheureusement pour Sharon, la balle a ricoché pour venir se loger dans son bras. Sa blessure n'était pas grave, mais cet incident a provoqué l'arrestation de Charles, sous les yeux de l'équipe de surveillance. En apprenant cela, les enquêteurs se rendent donc immédiatement au commissariat d'Hollywood. Jim et Sharon ne sont pas en mesure d'en dire plus concernant la disparition de Linda. En revanche, Charles est très nerveux. Interrogé par les enquêteurs, il admet rapidement qu'il l'a tuée. Par accident. Le photographe raconte qu'après leur rendez-vous devant le Denny's, il a emmené Linda dans le désert des Mojave. Il voulait la photographier à côté de la voiture, près du El Mirage Dry Lake. Après avoir pris quelques photos, Charles a voulu que la modèle conduise le SUV pour faire des donuts dans la poussière avec, pendant qu'il mitraillait la scène avec son appareil. Un donut est une manœuvre qui consiste à faire pivoter l'arrière ou l'avant du véhicule pour créer une trace de dérapage circulaire. Et comme ça, à la forme d'un donut, on appelle ça un donut. Ce n'est donc pas à la portée de tous les conducteurs. Et si l'on en croit Charles, Linda s'y prenait particulièrement mal, l'empêchant d'obtenir le résultat souhaité. Il a alors décidé de prendre momentanément le volant pour lui montrer comment faire. C'est à ce moment qu'il a brièvement perdu le contrôle du SUV et l'a percuté. Linda est morte sur le coup, tuée par la violence de la collision. Charles a tenté de la ranimer sans succès, puis il a finalement paniqué et l'a enterrée dans le désert. Les enquêteurs écoutent patiemment son récit, mais au fond, ils ont beaucoup de mal à y croire. D'ailleurs, quand le 22 novembre au soir, il demande à Charles de les conduire à l'endroit où gît le corps de Linda, il accepte. Mais cela ne donne rien. Quand ils arrivent dans la zone en question, aux environs de 21h, le photographe les fait tourner en rond dans le désert, pendant 6 heures, en pleine nuit. Il ne cesse de donner des indications approximatives, qui ne mènent jamais nulle part. Il apparaît évident que, dès le départ, il n'a jamais eu l'intention de montrer aux policiers où il a enterré sa victime, si tant est que ce soit bien là qu'elle se trouve. À ce stade, tout le monde se demande si la vérité sur cette triste affaire sera un jour connue. Et ce jour va arriver. Après cette virée infructueuse, Charles est formellement inculpé du meurtre de Linda. Les enquêteurs ignorent encore comment elle a trouvé la mort exactement, parce qu'ils ne croient pas à l'histoire du donut. Ils ignorent également où se trouve son corps, mais ils sont maintenant sûrs qu'elle ne rentrera jamais chez elle. Ils doivent donc annoncer la tragique nouvelle à ses proches. Ce faisant, ils mettent un terme définitif à leur espoir de la revoir un jour, mais aussi à une douloureuse attente qui a duré 1 semaine. À présent, la famille et les amis de Linda veulent savoir ce qui s'est précisément passé et pourquoi elle leur a été si violemment arrachée à seulement 27 ans. Les policiers ont pu constater qu'ils ne pouvaient pas compter sur Charles pour leur dire la vérité. C'est ailleurs qu'ils vont devoir la chercher. Dans ce but, ils commencent par examiner le SUV qu'il a loué le jour des faits, constatant immédiatement que la carrosserie du véhicule est intacte. Or, une collision assez violente pour pouvoir tuer quelqu'un sur le coup lui aurait forcément causé des dommages visibles. Comme les enquêteurs le pensaient,
les choses ne se sont pas déroulées comme Charles l'a affirmé. Et ils en ont à présent la preuve. Il avait peut-être tout calculé dès le départ pour attirer Linda dans son piège. Donc il est fort possible qu'il y ait chez lui des éléments bien plus accablants. Et on peut dire que c'est un euphémisme. Parce que lorsque les forces de l'ordre perquisitionnent sa maison, elle tombe des nues. Il y a dans le logement un véritable arsenal. Charles possède une centaine d'armes à feu diverses et variées, mais également une sorte de kit du parfait ravisseur. Un sac contenant de la corde, du gros ruban adhésif et de l'alcool. La perquisition de la maison de Charles, qui dure jusque tard dans la nuit, en révèle beaucoup sur lui. C'est un homme dangereux et assez instable, qui a des airs de prédateur. Il a d'ailleurs déjà été accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de 21 ans dans l'Ohio, en 1979. Seulement, il a été acquitté grâce à son avocat, qui a soutenu qu'il s'agissait d'un acte consensuel et que la déclaration initiale de son client avait été obtenue illégalement. Le mensonge et la manipulation ne font pas peur à Charles, qui semble être prêt à tout pour échapper aux conséquences de ses sordides actes. Et quand je dis « à tout », c'est vraiment à tout. De retour au commissariat après la perquisition, les policiers apprennent que le photographe a tenté de mettre fin à ses jours en prison à l'aide d'une lame de rasoir. Bon, il faudra qu'on m'explique comment un employé pénitentiaire a pu avoir la bonne idée de donner un kit de rasage à un homme si nerveux, suspecté d'avoir commis un meurtre. Par chance, ses blessures étaient superficielles, et il a pu être transporté à l'hôpital. Il n'est pas arrivé à ses fins, simplement, et c'est assez incroyable, même en pensant qu'il allait mourir, il n'était apparemment pas prêt à être honnête. Après s'être taillé le bras, Charles a utilisé son propre sang pour écrire « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu blesser personne » sur le mur de sa cellule. Mais justement, voulait-il vraiment en finir? Parce que des plaies si peu profondes ne témoignent pas d'une réelle envie de mettre fin à ses jours. Charles essaie-t-il de manipuler son monde une fois de plus pour qu'on en vienne à penser qu'il est étouffé par sa culpabilité et qu'on finisse par croire en son histoire d'accident? Quoi qu'il en soit réellement, ce qu'il a fait complique le travail des enquêteurs. En effet, cela a déclenché un compte à rebours, parce que lorsqu'il retournera en prison, Charles sera placé sous surveillance constante pour prévenir toute nouvelle tentative. En conséquence, il ne pourra plus être interrogé. Les policiers le savent, ils doivent agir tant que l'homme est encore à l'hôpital, où ils n'auront peut-être plus jamais l'opportunité de lui soutirer des aveux. Or, ils doivent absolument découvrir où Charles a enterré le corps de Linda. Ils le visitent donc dans sa chambre d'hôpital et essaient d'appuyer sur la corde sensible. Ils disent au meurtrier supposé que les proches de la victime ont besoin qu'elle soit retrouvée pour pouvoir commencer à faire leur deuil. Une fois de plus, Charles accepte d'aider les enquêteurs. Et la pression qu'ils ont est tout bonnement énorme, parce que l'affaire passionne les foules. Quand le photographe monte dans un hélicoptère avec des policiers le 24 novembre, la presse n'en rate pas une miette. Rapidement, un second hélicoptère décolle et le suit de près, avec à son bord des journalistes qui filment tout pour le retransmettre en direct. Charles dirige cette fois-ci les policiers vers l'Angeles National Forest, l'endroit où ont été retrouvées les photos et l'agenda de Linda. Un endroit qui, accessoirement, se trouve à plus de 60 km de la zone où il les avait conduits la première fois. Mais il y a un problème, parce que Charles semble recommencer son délire. Pendant près de 3 heures, l'hélicoptère vole ci et là sur ses indications, sans résultat. Alors que le soleil commence à se coucher, il s'entend dire qu'en faisant cela, il se tire une balle dans le pied. Parce que si la mort de Linda est réellement due à un accident, seul son corps peut le prouver et servir sa défense. Cette affirmation fait visiblement réfléchir Charles, qui, juste après, les conduit à un endroit bien précis, au niveau d'un dallo qui passe sous une route en terre, près duquel se trouve un gros rocher. C'est en le poussant de côté que les enquêteurs découvrent enfin le corps de Linda, enterré dans une tombe peu profonde. Grâce au froid dû à la saison et à l'altitude à laquelle il se trouvait, ces restes ont été particulièrement bien conservés, malgré les 8 jours qu'ils ont passés à l'extérieur. L'autopsie s'en trouve donc facilitée, et ses résultats sont on ne peut plus accablants pour Charles. Linda présente des marques de ligature au niveau des chevilles, des marques qui sont de la même taille que la corde retrouvée dans la maison du meurtrier. Elle a donc été attachée avant d'être tuée, sauf que ces 2 chevilles ont été séparément,
probablement pour que ses jambes restent écartées contre sa volonté. Charles a sexuellement agressé Linda avec une extrême violence, puis il l'a sévèrement frappée à la tête avec un objet contondant, avant de la tuer par strangulation. La thèse de l'accident était en fait à l'opposé de la réalité, parce que la victime a enduré un véritable calvaire avant de mourir. Suite à ces macabres constatations, Charles voit les charges qui pèsent contre lui évoluer. Il est à présent accusé du viol et du meurtre avec préméditation de Linda. Avec les éléments qu'ils ont, les enquêteurs songent qu'elle a été tuée au cours de la séance photo, qui a eu lieu dans le désert des Mojave. Charles a fait des avances à Linda, des avances qu'elle aurait refusées, ignorant que non n'était malheureusement pas une réponse acceptable pour le photographe. Très agacé d'avoir pris un râteau, l'homme aurait alors attaqué et gardé la modèle captive le temps de la torturer. C'est après l'avoir tuée qu'il aurait pris la direction de l'Angeles National Forest pour l'enterrer, en s'arrêtant sur le chemin pour jeter ses affaires dans différentes poubelles. Il est possible qu'à la base, Charles ait cédé à une simple pulsion sexuelle violente, mais qu'il ait finalement décidé d'éliminer Linda parce qu'elle le connaissait. S'il l'avait laissée partir après l'avoir abusée, elle aurait forcément rapporté les faits à la police. Et donc il a choisi de la réduire définitivement au silence. Le procès de Charles s'ouvre l'année suivant les faits, en octobre 1996. Et il s'y présente avec une nouvelle ligne de défense. L'épreuve médico-légale ayant révélé que Linda n'était pas morte à cause d'une collision avec une voiture, le meurtrier a dû changer de version. Il affirme à présent que la relation sexuelle qu'il a eue avec Linda était consentie, et que c'est au cours d'une dispute, qui a eu lieu après, qu'il l'a étranglée par accident. Bah oui, mais il y a un problème. Rien dans le second récit de Charles ne justifie les marques présentes sur les chevilles de Linda. En d'autres termes, il n'est pas crédible pour un sou. Durant le procès, qui dure 5 longues semaines, 2 modèles ayant travaillé avec Charles et Linda par le passé témoignent du fait qu'il ne l'aimait pas du tout. Il ne lui avait pas dit directement, mais il l'a trouvé apparemment insupportable. Il n'est donc même pas exclu qu'il l'ait agressé et tué par pure vengeance. Au terme du procès, il ne faut que 6 heures au jury pour déclarer Charles coupable des charges qui pèsent contre lui. Suite à cela, l'homme est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. On se demande d'ailleurs pourquoi il a accepté de conduire la police au corps de sa victime. Il devait bien se douter que les résultats de l'autopsie allaient forcément invalider la thèse de l'accident. Charles ne semblait douter de rien, et on peut légitimement se demander s'il n'a pas fait d'autres victimes, notamment lorsqu'on sait que son métier lui permettait de conduire régulièrement des modèles dans des endroits isolés. Dans tous les cas, il reste tragique que Linda, une femme radieuse à qui un avenir prometteur tendait les bras, ait dû perdre la vie pour que l'on s'aperçoive du danger que représentait Charles. Voici pour cette affaire affreuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Hollywood en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.